et Monsieur Mahfoud Sijil Messi de la compagnie Info Carto, basée à Oran. Et après une petite pause, nous aurons 3 présentations. Commençons par Monsieur Matou Amimer du Bureau national des études et développement rural, NEDER. Puis M. Ali Ben Ahmed Dahou, fondateur de la compagnie Transformatech, basée à Ain-Mouchent. Et enfin, M. Issam Boukesh du CTS Azan. Voilà, donc je profite de l'occasion aussi avant de démarrer pour vous envoyer le lien d'un questionnaire de satisfaction que nous avons préparé. Donc, surtout pour les gens qui ne peuvent pas rester jusqu'à la fin de cette journée. Donc, je vais vous copier le lien sur le chat, partie conversation. Juste une seconde. Et puis, voilà. Je vais arrêter le partage. Bon, très bien. Voilà, donc je vais vous mettre le lien sur le questionnaire de satisfaction sur le chat. Donc, si vous restez jusqu'à la fin, il faut attendre jusqu'à la fin pour le remplir. Et c'est complètement anonyme. Hein, donc, soyez francs et dites votre avis, votre appréciation par rapport au programme et déroulement de cette journée. Voilà. Donc, à présent, j'ai l'honneur et le privilège d'introduire M. Danny Van der Broek, qui est directeur de recherche, Research Manager à l'université KU Leuven, qui est l'une des universités leaders en Europe en termes d'information géospatiale. Ces domaines de recherche sont liés à l'impact des applications des standards JI sur la performance des processus de travail. Sur les derniers 25 ans, M. Van den Broek a été impliqué soit comme comme manager de projet ou comme expert senior dans plus de 70 projets liés à l'information géospatiale et STI à l'échelle locale, nationale et internationale. Il est le chair du comité belge ISO-TC 211 et aussi un membre actif de l'OGC, Open Geospatial Consortium. Depuis janvier 2018, il est le coordinateur scientifique et technique du projet EO4GEO, qui est en fait une alliance sectorielle, qu'on appelle Erasmus Plus Sector Skills Alliance, qui réunit 26 partenaires de 13 pays de l'Union européenne. Et je vous invite vraiment à aller, je vous enverrai le lien, de regarder, jeter un coup d'œil sur le projet, sur le site web, parce qu'il regorge vraiment d'informations et de matériel pédagogique. Donc, voilà, donc je vous donne la parole, M. Danny Van den Broek. Allez-y. Merci, Mejdi. Je pense que je n'ai pas le droit de oui, pardon. changer je vais régler ça tout de suite, oui. OK. Effectivement. Ma présentation est en anglais, mais je vais parler en français. Je vais faire mon mieux parce que je suis Danny Van den Broek, mais je viens du côté flamand de la Belgique. OK, je vais voir. OK, maintenant ça marche. Je pense que vous allez voir mon écran maintenant. Alors, peut-être ça va mettre un petit peu de temps, juste peut-être quelques secondes pour que ça s'active. En principe, c'est bon, tous les participants. Je vais réactiver peut-être. Oui, c'est de... Oui. Maintenant, ça marche? Ça marche. Il manque juste le mode... Voilà. Parfait. OK, merci. Merci pour cette introduction.
je vais parler aujourd'hui un peu sur les infrastructures des données spatiales. Donc, je suis Danny Van den Broeke. J'ai travaillé beaucoup sur Inspire, c'est en effet l'infrastructure des données spatiales en Europe. Donc, ce que je vais présenter, c'est un peu basé aussi sur les expériences dans ce grand projet ou dans cette grande initiative. Première question, c'est bien sûr de reconnaître d'où viennent ces infrastructures de données spatiales, pourquoi on a commencé à développer ces infrastructures, et tout commence surtout avec des problèmes pour obtenir et pour utiliser des données spatiales dans plusieurs domaines. En Europe, bien sûr, dans de grands projets européens. Parfois, il n'y avait pas toutes les données nécessaires, surtout aussi les données de référence nécessaires. Parfois, c'était très difficile, et c'est encore le cas en partie, de trouver les données, de les obtenir si on avait besoin de les avoir sur des ordinateurs à nous-mêmes. On devrait prendre une copie, mais c'était parfois aussi très, très cher pour les obtenir. Parfois, il y avait aussi pas une couverture à 100%, surtout au niveau européen, mais parfois aussi dans les pays séparément. Parfois, la qualité des données n'était pas tellement bien ou très différente entre les différents pays. La plupart des fois aussi, les données spatiales, même dans un même thème, par exemple les sols ou les données hydrographiques, etc., n'étaient pas nécessairement harmonisées à travers les différents pays et les différentes régions. Et aussi, souvent, la documentation, dont l'explication sur les données même manquait. Donc, il y avait toute une série de problèmes, de barrières pour utiliser des données spatiales. J'ai mis ici un exemple. Erosion, c'était un grand projet avec beaucoup de partenaires pour évaluer la vulnérabilité des zones côtières du point de vue d'érosion pour tout le continent, pour le continent européen. Et là, dans ce projet, c'était un des grands projets européens où on a mis beaucoup de l'argent, 2 millions d'euros pour un projet pour simplement quantifier cette vulnérabilité. Et la plupart de l'argent allait dans le sens ou dans des activités pour résoudre les problèmes sur les données. Pour avoir des données à jour, pour vraiment avoir une couverture entière, etc., etc. Donc, à la fin, l'évaluation même, le travail même d'évaluer les risques, il n'y avait plus de l'argent, plus de temps pour vraiment faire le boulot même parce qu'on était tout le temps, tous les partenaires étaient en train de résoudre des problèmes des données. Ça, c'est un exemple. Donc, en Europe en général et aussi au niveau mondial, il y a beaucoup de données spatiales, beaucoup de thèmes qui sont là, mais parfois, il y a encore des barrières ou des problèmes similaires. C'est pour ça qu'on a développé le concept des infrastructures des données spatiales. Je vais directement donner une définition parce qu'il y a toute une série de définitions à l'université. On donne beaucoup de définitions, beaucoup de références. Je ne vais pas faire cela aujourd'hui, mais je vais donner une définition que nous-mêmes, on a utilisée beaucoup au niveau européen. Et il y a 3 composants dans cette définition. D'abord, les SDI, ce sont des composants ou les mises à jour ou des systèmes technologiques et non technologiques. Donc, ce n'est pas seulement une solution
technologique, ce n'est pas un logiciel ou quelque chose, mais c'est une série de composants, technologie et non, pas technologiques ensemble, qui aident à donner un accès aux données spatiales, un mécanisme pour échanger et pour partager les données et pour utiliser ces données dans différents contextes. Et le résultat, c'est d'avoir une performance qui est mieux dans plusieurs applications pour supporter la décision, la prise de décision, pour soutenir certaines politiques dans le domaine agriculture, environnement, etc., etc. Donc, pour nous, un SDI, une infrastructure de données spatiales, il y a des composants, donc des parties qui forment ensemble cette infrastructure. Je vais en revenir. Il y a certains objectifs, c'est de faciliter ou d'aider à échanger des données, à utiliser ces données et d'obtenir de meilleurs résultats. Il y a plusieurs approches dans des infrastructures de données spatiales. Parfois, on entend des SDI comme des systèmes hiérarchiques, c'est-à-dire qu'il y a un système dans lequel, dans des pays, par exemple, à un niveau national, il y a des mesures, la mise en place de ces infrastructures, mais aussi il y a dans un niveau plus local, par exemple, dans des pays comme la Belgique, on a le niveau fédéral. En Allemagne, c'est similaire, donc on a le niveau fédéral et puis on a les régions. En Allemagne, ça s'appelle les Länder, qui interviennent et qui développent aussi ses propres infrastructures jusqu'au niveau local, les municipalités, etc., qui développent bien sûr au niveau local ses propres infrastructures. Et tous ces composants, c'est un peu comme le Lego, qui forment un ensemble. C'est hiérarchique et il y a une coordination entre les différents niveaux. Et on voit les différentes infrastructures de données spatiales comme des building blocks, donc des composants et qui sont liés les uns aux autres et qui donnent la possibilité d'échanger les données spatiales entre les différents niveaux. Aussi, dans un système hiérarchique, il y a bien sûr une sorte de division de tâches. Ça, c'est une notion importante. Et une autre notion importante aussi, ce sont les données de référence, les données qui ont une autorité, c'est-à-dire qui sont reconnues par les différents niveaux politiques comme des données de référence et comme des données à utiliser dans plusieurs domaines politiques ou dans plusieurs applications. Donc, il y a une approche qui est plutôt hiérarchique et de l'autre côté, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des approches, ce qu'on appelle réseau, dans lesquelles peut-être c'est en partie aussi bien sûr hiérarchique, mais c'est plutôt une définition de différents partenaires prenantes qui ont une position ou un rôle spécifique à jouer dans le réseau. Comme par exemple, bien sûr, il y a plusieurs organisations qui sont plutôt utilisateurs que des développeurs de données spatiales, mais il y a beaucoup d'organisations qui sont spécialisées dans certains domaines, par exemple dans des données environnementales, d'autres dans des données sur le sol. Il y a des organismes qui se sont spécialisés dans le domaine de l'eau, etc., etc., statistiques, cadastrales, etc., etc. Donc, il y a plusieurs organisations qui
partagent ou dans le cadre d'un SDI qui vont partager leurs données, ils vont les maintenir, c'est eux qui sont responsables. Et bien sûr, certaines de ces organisations sont aussi utilisateurs des données spatiales, bien sûr. Et à part de cela, de plus en plus, on voit d'autres organisations qui interviennent pour jouer un autre rôle, plutôt pour supporter le processus, pour coordonner certaines choses. Aussi, il y a la notion geobroker qui va aussi soutenir d'autres organisations dans l'utilisation ou dans l'application, le développement de certains composants de l'infrastructure. Et ça s'appelle, chez nous, c'est par exemple le NGI, c'est ou l'IGN, l'Institut géographique national, qui joue un rôle de geobroker. Ils vont aussi mettre sur pied des applications, des services pour d'autres organisations qui ont des données spatiales, mais qui ne sont pas à la hauteur de aussi développer leurs propres services. Donc, dans ce contexte, il y a aussi coordination, il y a la production des données, mais il y a aussi la notion de la livraison des données dans un format approprié pour échanger entre les différents partenaires du réseau. Et donc, dans ce contexte-là, il y a quelque chose de très important qui va être spécifique pour les infrastructures de données spatiales, c'est les service providers, ceux qui vont délivrer certaines données ou vont donner accès aux données spatiales via des systèmes qui fonctionnent via l'Internet. Ici, tu vois l'échange des données parcelles, donc parcelles cadastrales, parcelles physiques, entre différents niveaux et partenaires en Flandre. Le niveau en bas, c'est le niveau local. Le niveau intermédiaire, c'est les provinces chez nous. Le troisième niveau, c'est plutôt les départements, les agences spécialisées au niveau de la région flamande. Et le niveau plus haut, c'est des instituts qui fonctionnent au niveau fédéral. Et on voit l'échange des données et on voit comment les différentes partenaires, les parties prenantes vont, de qui ils vont recevoir les données ou à qui ils vont donner ces données. Donc, l'échange est plutôt réseau based que hiérarchique, mais on voit aussi en partie l'hiérarchie des 4 niveaux en Belgique ici. En Europe, tout ça a été transformé pendant de longues années dans une directive, une loi, au niveau européen, ce qui appelle, c'est aussi une initiative, ce n'est pas seulement une directive, mais ce qui appelle Inspire. Et c'est important de reconnaître et de comprendre que cette directive, ce n'est pas seulement un papier légal qui dit ce qu'il faut faire, mais qui définit certaines choses comme l'échange et comment partager entre les agences gouvernementales. C'est surtout au niveau des agences. Donc, le privé est indirectement inclus, mais la directive se focalise surtout sur ce qui se passe au niveau du secteur public. De l'autre côté aussi, cette directive définit les conditions pour donner accès aux données à partir du public. Moi, comme travailleur à l'université ou même un citoyen, peut avoir accès à ces données. C'est réglé dans la directive. C'est aussi réglé et défini comment qu'il faut collaborer d'abord et comment il faut mettre sur pied une structure de coordination. C'est obligatoire, c'est mis dans la directive. Mais aussi, ça va au-delà de ça. Il y a aussi une définition de comment il faut harmoniser les données spatiales de telle sorte qu'on peut échanger entre les différents pays, entre les différentes régions, entre les différentes applications, etc.
Donc, un pilier important dans un SDI, c'est le côté légal, institutionnel, policy, etc. Pour Inspire, ce qui couvre Inspire, c'est beaucoup de thèmes. Je ne vais pas les parcourir tous, mais il y a une liste de 34 thèmes, surtout les thèmes qui sont nécessaires pour les prises de décision dans le domaine environnemental, mais ça va au-delà de cela. C'est aussi des domaines liés au transport et mobility, agriculture, etc., statistiques. Il y a beaucoup de domaines qui sont couverts. Pour Inspire, il y a aussi une architecture. Dans une infrastructure de données spatiales, il y a une architecture. Et tu vois ici 3 couches, pour ainsi dire, qui sont clés et qui reviennent tout le temps. C'est une couche d'application, donc le user interface qui est utilisé par l'utilisateur. Ça peut être QuantumGIS, ça peut être autre chose, ça peut être un portail sur le web. Et puis, à travers cette application, on va essayer d'accéder aux données spatiales. Mais ça va via une couche qui s'appelle une couche de service. Okay, c'est un concept très important. Donc, les composants techniques, ce sont bien sûr les données mêmes, mais aussi ces services qui donnent accès aux données et puis les métadonnées qui décrivent, qui donnent une documentation sur les données et sur ces services. En plus, on peut avoir aussi des registres, on peut avoir un digital right management système pour protéger certaines données, etc. Et bien sûr, comme j'ai dit, la couche qui est utilisée par les utilisateurs, parce que les utilisateurs ne vont pas directement utiliser ces services. Très vite, ces composants, coordination, c'est clé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut avoir la plupart des fois une structure ou une agence parfois même spécifique pour coordonner les choses. Il y a une sorte de division de tâches, donc il faut une gouvernance de tous les travaux à faire, d'échange, d'harmonisation, etc., etc. Il y a les procédures, les processus, etc., etc. Et on doit collecter, identifier les besoins des utilisateurs. Il faut identifier les parties prenantes. Il faut aussi mettre sur pied un plan de travail, des priorités, etc. Donc, c'est une coordination qui est clé. Si on ne fait pas ça, on n'a pas une vraie infrastructure de données spatiales. Et puis, il faut éventuellement développer un autre contexte avec une législation ou autres composants aussi. Par exemple, il faut définir si on va licencier les données, si on va les mettre ouverts pour tout le monde, pour tous les parties prenantes, s'il faut sécuriser certaines parties des données, etc. Donc, les licences, les pièces légaux, mais aussi des documents qui donnent un support aux ceux qui doivent développer, technical guidelines, mais aussi les standards, etc. Donc, il y a toute une série de choses qui ne sont pas nécessairement des données mêmes et les outils pour les utiliser. Et là, interviennent aussi, bien sûr, ISO, OGC, etc., etc. Pour les composants techniques, c'est les métadonnées d'abord. Il faut décrire les données, documenter les données pour au moins, je vais essayer d'indiquer, faciliter la découverte des données, ce qu'on a besoin. Puis, il y a certaines métadonnées qui donnent la possibilité d'évaluer les données, aussi les comprendre, pour les différents thèmes, etc. Et puis, il y a les métadonnées qui donnent un support pour les utilisateurs même. Mais il faut développer ces métadonnées pour l'infrastructure entière, c'est très important. L'autre composant, c'est bien sûr les données mêmes, mais pas seulement les données physiques,
mais aussi les définitions des données. Parfois, on dit c'est le semantic web. Il faut définir les attributs que tous les utilisateurs comprennent de la même façon. Il faut aussi définir les structures, les objets spatiaux, etc., etc. Comme ici, l'exemple s'est fait sur les bâtiments et les adresses, par exemple. Donc, les données, ce n'est pas seulement les données physiques, mais c'est aussi les modèles de données et leur description. Et le troisième composant technique, c'est les services. Et là, on fait référence à OGC, c'est les services qui font qu'on, comme utilisateur, comme développeur, on peut se connecter aux services qui marchent via le web. C'est par exemple des services de visualisation qui donnent une image, une carte sur base des données dans la base de données. Et ça marche avec les standards W3C, donc les standards de base de comme fonctionne l'Internet. Je ne vais pas l'expliquer en détail. Il y a aussi des modules d'entraînement séparément qui existent aussi, e-learning en format e-learning. Donc, on peut toujours faire référence à ces modules-là. Vous avez sans doute entendu aussi des géoportails, ce qui est un peu difficile peut-être à comprendre, mais dans le contexte, par exemple, d'Inspire, ce n'est pas une obligation pour les États membres de développer une portail, mais bien sûr, tout le monde le fait, tous les États membres le font, des régions, même au niveau local, des portails thématiques, etc. Comme on le dit, le portail, c'est l'entrée vers l'infrastructure, simplement dit. Ce qu'on va toujours avoir, c'est un système pour rechercher des données ou des bases de données spécifiques, mais aussi des services, et de les visualiser dans un contexte générique plutôt, mais parfois aussi on y trouve bien sûr d'informations génériques sur l'infrastructure même, qui est responsable, comment ça a été défini, etc., etc. Il y a différents types de portails. Par exemple, le portail d'Inspire, on peut avoir accès à presque 90 000 jeux de données, metadata records, donc des descriptions sur des jeux de données ou des services. De ceux-là, plus que 40 000, on peut faire un download des données et on peut visualiser presque 45 000 jeux de données. À ce moment-ci, ça change tout le temps. Ici, c'est un exemple d'un géoportail en Belgique. Ça, c'est au niveau fédéral, c'est aussi en français et en anglais et en néerlandais. Donc, on peut obtenir des descriptions des jeux de données. On peut obtenir des informations générales. Ça, ce sont des métadonnées de découvert. Et puis, il y a d'autres éléments qui vont vous donner la possibilité d'évaluer un jeu de données si c'est vraiment apte pour vous comme utilisateur pour l'utiliser dans un certain contexte. Autre exemple que je peux donner, c'est le portail de Flandre, dans lequel il y a un outil de visualisation en bas ici, et le portail va prêter via les services les données sans prendre une copie. Ici, on voit la base données de base, 1 sur millième, avec des parcelles, avec les bâtiments, etc. Et puis avec le risque d'inondation qui vient d'une autre agence. Mais il y a aussi dans ces portails-là, ce sont des portails qui se sont développés assez bien. Il y a aussi d'autres applications qui donnent la possibilité d'avoir d'autres informations plutôt dynamiques, comme ici, en haut, ici, tu vois, sur base du même couche de base, on voit les travaux qui vont intervenir dans une section d'une rue à Louvain, dans ce cas-ci. Et on peut obtenir des données, la longueur, combien de temps ça va prendre, etc., etc.
Donc, toutes ces données sont servies via des services OGC et on n'a pas plus besoin de prendre des copies parce que ce sont des applications qui intègrent de différentes agences, différentes données. Et donc, de plus en plus, on a ce type de données aussi dans les infrastructures de données spatiales. Et avec ça, j'ai encore quelques slides pour démontrer que les SDI aussi même vont de plus en plus développer, être de plus en plus futuristiques même et qui vont intégrer. Au début, c'était surtout des données qui venaient des agences cartographiques, des agences cadastrales, etc., mais avec des données qui étaient plus ou moins, entre parenthèses, stables, donc qui étaient refaits ou où on avait un update chaque X années. Mais maintenant, de plus en plus, on aura aussi des données qui viennent de senseurs, qui aussi viennent du secteur privé, mais même qui sont attribués, qui sont contribués par les citoyens. Par exemple, en Flandre, on a de plus en plus, dans le domaine de air quality, de toutes sortes de domaines, on a une attribution et une participation des citoyens. Et donc, les différentes données vont être de plus en plus intégrées, différentes sources, d'un côté, mais aussi de plus en plus dynamiques, pas seulement les senseurs, mais aussi les événements qui se passent à un certain moment dans le temps. On va les intégrer, ces données, et on va utiliser ces données ensemble via l'infrastructure. Et donc, maintenant, de plus en plus, il n'y a pas seulement les services, mais il y a toute une série d'interfaces intermédiaires. Vous avez sans doute entendu de Application Programming Interface qui donne la possibilité pour les développeurs d'intégrer toutes ces différentes parties, pièces de données dans de nouvelles applications, par exemple. Et là, on va découvrir que dans le domaine de e-government, e-reporting sur l'environnement, etc., etc., il y a de plus en plus d'applications et ce qu'on appelle des services SDI as a service qui vont être développés et donnés aux développeurs pour l'intégrer dans différentes applications de valeur ajoutée. Donc ça, ce sont des développements au niveau de l'architecture. Donc technologiquement, il y a beaucoup de changements à ce moment-ci. Et ça se voit aussi dans plusieurs domaines spécifiques. Par exemple, tout ce qui concerne les senseurs, ça existe déjà longtemps. Par exemple, une station de météo, par exemple, a plusieurs senseurs et puis on collecte l'information. On peut maintenant, via le web, c'est le Sensor Web Enablement, collectionner cette information, faire le processing de ces informations, l'intégrer dans une application comme ArcGIS ou QuantumGIS pour faire quelque chose. Mais de plus en plus, on voit différents types de senseurs, par exemple pour air quality, pour le bruit, pour mesurer le bruit, mais aussi chacun de nous, de plus en plus, on est aussi un senseur parce qu'on a un mobile, un GPS intégré, etc. Donc, on peut collectionner beaucoup d'informations d'une manière systématique. Et dans le cadre de l'éducation, bien sûr, alors, il faut bien établir les cours ou l'entraînement pour mettre en évidence comment tous ces éléments marchent. Par exemple, ce n'est pas assez de savoir quelque chose sur les senseurs même ou ce qui est derrière, mais aussi il faut connaître bien sûr comment marche tout le web avec les différentes couches techniques plutôt et l'architecture, Service Oriented Architecture comme on dit. Donc tous ces éléments, il faut l'intégrer aussi dans les cours à l'université ou dans l'éducation plutôt non universitaire aussi. Et je vais terminer avec ce qui va de plus en plus être évident dans le futur. Les infrastructures de données spatiales sont de plus en plus influencées par toutes sortes de développements
génériques, mais aussi très spécifiques. Et ici, on voit le mind map de OGC qui donne les clusters de domaines de développement, tech trends, comme on dit, qui vont nous demander plus d'attention dans le futur parce qu'ils vont influencer la manière de collectionner, de gérer, gérer mais aussi d'utiliser les données géospatiales. Donc là-dedans, il y a toutes sortes de choses que je pense qu'il y a même certaines interventions là-dessus. Il y a LiDAR scanning, il y a tout ce qui concerne blockchain, cloud edge computing. Il y a beaucoup de choses qui influencent maintenant à ce moment-ci les développements des infrastructures spatiales. Et avec ça, je termine avec des conclusions. Donc, les infrastructures de données spatiales, ce sont des composants et les environnements technologiques et non technologiques qu'il faut avoir pour faciliter l'échange, l'accès, le partage et l'utilisation des données spatiales avec le but, bien sûr, de perfectionner la performance de ce qu'on fait dans des processus de travail, de décision, etc. Les composants, ce n'est pas seulement technique, mais c'est aussi tout ce qui concerne la coordination et la gouvernance, la politique, les lois, etc., etc. Et bien sûr, les données, les services et les métadonnées basés sur des standards internationaux. Puis les géoportails, c'est utile pour avoir un point d'accès à ces données, mais aussi à des applications, mais ce n'est pas une nécessité pour avoir une bonne performance de l'infrastructure même, parce que, bon, on peut avoir un point d'entrée, par exemple, au niveau européen, pour arriver à toutes les données européennes si on veut. Et pour le futur, les SDI vont être plus dynamiques avec des données dynamiques, event-based, etc., combinant des données qui typiquement viennent des agences, des autorités publiques, mais aussi des données qui viennent du secteur privé, NGO, aussi des citoyens, etc., et qui sont influencés, tous ces développements, par beaucoup de développements technologiques qu'on voit maintenant à ces jours. Et avec ça, je vais terminer. Si vous avez besoin de plus d'informations, ce qui se passe aussi au niveau européen, vous pouvez toujours me contacter. Merci bien. Merci, M. Dany, pour votre présentation. Je crois qu'on a eu l'occasion de parcourir cette thématique des SDI, notamment l'expérience Inspire, à travers ses composants et aussi les tendances futures de l'évolution des SDI. Donc, si quelqu'un a une question à poser, of course, you can ask question in English also. Our friends from Seed4NA. Je vois une question. Un remerciement pour... alors, il y a une question. Oui. Alors, pouvez-vous nous dire un mot sur les OpenSDI et à quelle mesure elles sont exploitables et extensibles? Tout dépend un peu de comment on définit OpenSDI parce que tous les SDI que moi je connais en Europe, ils sont plus ou moins ouverts dans le sens que on peut accéder, on peut échanger, on peut partager des données. Parfois, bien sûr, dans le cadre Inspire, ce n'est pas obligatoire pour les États membres de donner les données gratuitement. Ce n'est pas obligatoire. Donc, on peut encore demander l'argent pour ça, mais on voit en réalité que la plupart des pays vont dans le sens de open, que c'est aussi gratuitement. Par exemple, toutes les données que j'ai montrées pour la Flandre, c'est open maintenant. Il y a 10 ans, ce n'était pas le cas, mais sous l'influence d'Inspire, c'est ouvert. Ça veut dire que
une compagnie privée, une université, même un citoyen peut demander les données, obtenir une copie et aussi l'accès via les systèmes de visualisation, c'est toujours gratuit. Donc, il y a une pression, un développement dans la direction de OpenSDI, mais c'est vrai que pas tous les SDI sont à 100% ouverts. Aussi parce que certaines données, ils sont sensibles et donc, ils ne sont pas partagés ou seulement partagés avec les parties prenantes qui sont directement impliquées. Des données type défense, militaire, mais aussi certaines données environnementales sur des habitats sensibles ou sensitifs, comme on dit, qui sont vulnérables, par exemple. Mais ça, ce sont des parties des données, bases de données, plutôt que l'entièreté de la base de données, par exemple. Très bien. Autre question, sinon... alors, il y a une autre question. Merci pour la présentation. Pour l'ouverture des SDI sur le web qui se passe par des API, mais pouvez-vous nous donner plus de clarification sur les SDI as a Service, Architecture and Tools? Là, il faut dire qu'il y a des développements, par exemple en Suisse, il y a des exemples ou aussi ailleurs, mais plutôt comme prototype, pas vraiment opérationnel, dans lequel on va mettre tous ces services dans le cloud, plutôt plus sur des ordinateurs gérés par les différentes organisations à part. Donc, c'est plutôt concentré et on voit aussi de plus en plus des API, les paquets que les différentes organisations SDI vont offrir pour les développeurs et avec lesquels le développeur peut ainsi aussi développer des applications comme ils veulent, mais qui vont réutiliser certains services et ces API pour développer l'application. Mais la tendance d'avoir un SDI comme un service, c'est quand même encore nouveau parce que l'architecture que j'ai montrée, ça vient des gens de GRC qui sont en train de réfléchir sur ces solutions. Et le seul exemple que j'ai vu il y a quelques années, c'est la Suisse, qui ont vraiment techniquement essayé de mettre tout dans le cloud et ont offert le SDI comme service dans le cloud. Très bien. Alors, pour ma part, j'avais noté deux questions sur Inspire. Alors, premièrement, d'après votre expérience, est-ce qu'il y a eu des études qui montrent un petit peu l'impact de cette infrastructure Inspire sur l'usage des informations géospatiales en Europe, de manière générale? Oui. Ça, c'est intéressant. Il y a eu une étude d'impact avant que la directive a été publiée parce que c'est obligatoire. On ne peut pas créer une directive sans avoir cette étude d'impact, mais c'était avant que la directive était là, donc c'était un peu pre-impact assessment. Après, il y a eu des études dans différents États membres, entre autres les Pays-Bas, Allemagne, pour étudier les bénéfices de ces infrastructures. Mais il faut le dire que la plupart des exemples, c'est plutôt qualitatif, avec des exemples comment ces infrastructures vraiment aident à faire des travaux plus efficacement, etc., avec des exemples plutôt que d'une manière systématique. Et la dernière chose que je peux dire là-dessus, c'est que Kyle Leuven a fait récemment une étude pour le SDI en Espagne, ID, exactement pour essayer de quantifier les bénéfices, la valeur de ces infrastructures. Et on a développé une méthode et appliqué en comparaison avec le modèle de Google et avec des politiques ou
voilà, des politiques appliquées dans certains pays qui demandent encore de l'argent aussi pour les services. Ça va être publié dans les mois à venir. Donc, il y a le rapport, je pense, au niveau INSPIRE, ça va être discuté, mais nous, on va faire une publication scientifique là-dessus. Très bien. Et deuxième petite question, vous avez parlé des nouveaux moyens de collecte de données, notamment l'IoT, le crowdsourcing. En fait, comment d'après vous, il faut concilier d'un côté le besoin de dynamicité, event-driven, etc., et d'un autre côté, la validation des données, la vérification, privacy concerns. Ouais, ouais. Là, c'est aussi un challenge, pour ainsi dire. Je peux peut-être donner un exemple dans lequel on est impliqué nous-mêmes. Nous, on voit de plus en plus dans la direction de citizen science, pas seulement crowdsourcing ou contribution des citoyens, mais dans un contexte où ils sont supportés par des gens académiques, des gens, des ONG qui, par exemple, nous, on a fait un grand, c'est encore en route, projet pour collectionner, les citoyens collectionnent d'informations sur leur jardin détaillées. Ils vont l'intégrer et faire un upload de ces données-là. C'est discuté dans la communauté, aussi validé dans un certain sens, interactif aussi, etc., parce qu'il y a un côté éducation aussi là-dedans. Et donc, les citoyens vont alors essayer d'utiliser aussi dans les écoles, utiliser QuantumGIS pour visualiser les jardins avec les détails que les citoyens ont eux-mêmes délivrés. Donc, je pense que ce sont des environnements contrôlés, mais aussi supportés par des gens plutôt scientifiques, ça peut aussi éduquer les citoyens qui pas nécessairement connaissent tous les finesses des données et des situations. Donc, dans ce sens-là, il y a toujours une étape de validation, de testing, de vérification. Et c'est vrai que dans le crowdsourcing même, comme Teleatlas avant ou HERE, etc., ils l'appliquent aussi. Ils ont des systèmes de quality assurance et de vérification. Bien sûr, c'est pas parce que ça vient d'un citoyen qu'on simplement l'intègre dans les bases de données, mais on va valider. Mais c'est vrai que dans des contextes plutôt scientifiques, c'est plus facile et aussi, il y a toujours un élément éducation, je pense, ou entraînement de ces choses-là. Ouais. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je remercie encore une fois vivement M. Daniel Vandenbroek pour sa participation à cette journée et pour son intervention. Je crois qu'elle était très bénéfique et utile pour la découverte de cette thématique.